dernières semaines, nous avons parcouru les États-Unis pour découvrir quelques secrets locaux et dénicher les meilleurs forgerons du pays. Après 4 compétitions particulièrement intenses, les meilleurs forgerons des forges du Texas, du Montana, de Caroline du Nord et du Michigan par l'un de nos juges vont mener leur dernier combat dans notre propre forge. Que c'est chaud! Avec 20 000 $ en jeu et 10 000 $ d'équipement pour leur atelier, qui va remporter le premier titre du meilleur forgeron sur la route? Je m'appelle Blake Maddox, je représente Combat Ready Art, situé à Kalamazoo dans le Michigan. Cette aventure a été riche en rebondissements. Au premier tour, mon point, mais j'ai quand même remporté la manche, parce que mon adversaire n'avait pas respecté les critères imposés. J'ai remporté le second tour et maintenant je suis en finale. Je m'appelle Jason Bevans. Je suis fier de représenter l'école John C. Campbell Folk de Caroline du Nord, ici, à la forge du meilleur forgeron. Cette aventure est incroyable. J'ai rencontré des gens formidables et je suis en finale grâce à ma fourche. J'espère arriver au bout de cette compétition. Je m'appelle Jack, l'école Bill Moran de Texarkana. J'ai remporté les 2 premiers tours, mais je suis un peu inquiet à l'idée d'affronter de nouveaux adversaires. Et pourtant, j'ai déjà l'impression d'avoir remporté le titre de meilleur forgeron. Je m'appelle Silas Maddox. Je représente la New Agrarian School de Big Fork, dans le Montana. Je suis un compétiteur dans l'âme. Et je sens que je ne suis qu'à un cheveu des 20 000 $. Mes compétences et mon expérience de forgeron sont mes meilleures armes. La bienvenue dans notre forge. Vous êtes tous les 4 démarqués lors des compétitions dans vos états respectifs. Vous êtes ici pour la finale du tournoi. Un seul d'entre vous pourra décrocher le titre de champion de la compétition, remporter 20 000 $ et rapporter 10 000 $ de matériel à la forge qu'il représente. La finale va se dérouler en 3 manches. Chacun d'entre vous représente l'un de nos juges et ce sont eux qui désignent à la fin de chaque manche. Messieurs, vous avez tous un style qui vous est propre. Votre région d'origine et les forges dans lesquelles vous avez travaillé ont joué un rôle important dans le développement de vos compétences de forgeron. Par conséquent, plutôt que de vous faire forger une arme en particulier, nous avons décidé aujourd'hui de vous laisser fabriquer la lame de votre choix, dans le style de votre choix, à l'aide de ces matériaux. Table remplie d'acier de qualité à haute teneur en carbone pour vous permettre de forger votre lame. Il y a des ressorts, des roulements à billes, il y a vraiment tout ce dont vous pourriez avoir besoin. On vous demande juste d'utiliser une technique spécifique de soudure à la forge. C'est vraiment génial. Il y a des marteaux de forgeron, des ressorts, des hameçons et des chaînes. Je vais prendre ce qu'il me faut et faire de mon mieux pour fabriquer une belle lame. Messieurs, après la deuxième manche, vos lames passeront entre les mains de nos juges une série de tests. Ils vérifieront leur résistance face à des rondins de bambou et leur tranchant dans le fameux test des cartes. Bonne chance, la première manche démarre maintenant. C'est parti. Chacun de vous a un poulain dans cette finale. Pour Jay, c'est Jack. Pour Ben, Jason. Pour Dave, Silas. Et pour Doug, Blake. Ils m'ont tous impressionné lors des premiers tours. Donc tout est possible. Il y a beaucoup d'acier sur cette table. Lisez une lame en acier de Damas. Jason représente l'école John C. Campbell de Brasstown. Ben, que penses-tu de lui? Vous leur aviez demandé de fabriquer un couteau de forge en apportant une touche artistique au manche. Jason est le seul à avoir réalisé un manche réellement travaillé et original. Ses compétences techniques et artistiques font de lui un concurrent solide. Il fait chaud. Je décide de réaliser un acier à motif. C'est ma spécialité. C'est par Jake. C'est le seul forgeron de la finale qui a dû réaliser 350 couches d'acier. Et il a réussi les doigts dans le nez. Les soudures à la forge de Jake étaient absolument impeccables. J'attends que ma lame atteigne la bonne température. Je vais réaliser une lame en acier de Damas. J'ai 13 couches. Toutes les pièces font la même taille. Je n'ai plus qu'à réaliser ma soudure à la forge. Celui-là, c'est un forgeron talentueux. Sa hache était une petite œuvre d'art harmonieuse. Elle était vraiment agréable à manier. Un petit bijou. Je parie sur lui. Il faut que ça chauffe. Ça va chauffer dans la forge. Je vais réaliser une lame en acier de Damas. Avec 13 couches d'acier. Je suis né le 13 du mois. C'est mon nombre porte-bonheur. Je l'utilise dès que l'occasion se présente. Jake est le dernier à la soudeuse. Malheureusement, il n'a pas utilisé de serre-joint pour fixer son support et sa pile se désolidarise un peu. C'est une erreur récurrente. On a déjà assisté à ce genre de situation où la première soudure ne tient pas le coup. Donc, que penses-tu de cette soudure? Il tâtonne un petit peu, mais il a plus d'un tour dans son sac. Il a fabriqué un poignard de Macbeth et son épée a fait ses preuves lors du dernier tour.
C'est dingue. On a réuni 4 forgerons de 4 régions différentes des États-Unis et ils décident tous de faire de l'acier de damas. Comme si on commandait tous la même chose au restaurant. J'aimerais replier ma billette au moins une fois. J'ai environ 18 couches d'acier, donc ça devrait me donner au moins 30 ou 40 couches au total, je dirais. J'espère que ça plaira au juge et que ça me fera gagner des points. Jason est le seul à replier sa billette. Tous les autres ont choisi la facilité. Quand on affronte 3 adversaires de taille, pourquoi ne pas faire un... Honnêtement, si 2 lames réussissent les tests, mais que l'une d'entre elles a un motif plus travaillé, devinez pour qui je voterai. C'est vraiment génial. Je me régale. Jake passe à la presse. Il s'attaque à la totalité de sa billette. Je serais très surpris s'il ne la replie pas une fois sur elle-même. J'en doute fort. C'est une erreur. Il se contente de la facilité. En finale, c'est pas comme ça qu'on remporte 20 000 $. Quand ça paraît évident, ça donne une manière forte. Monsieur, il ne vous reste plus que 2 heures. À la presse. Tu t'en sors, mon petit Jake? Je réalise une lame en acier de Damas, et je tiens à ce que le motif soit visible et stylisé. Je prends la suite. Je veux que ma soudure à la forge fasse bien ressortir les différentes couches et qu'on voit des lignes horizontales le long de la lame. Attendez, Silas a bien commencé sa soudure à la forge avec sa billette à l'horizontale. Verticale. Ouais, ce n'est pas facile à réaliser. Il faut faire pivoter la billette de 90 degrés de manière fluide. Avec une soudure de ce type, les couches ont plus de risques de se dissocier. C'est pour ça qu'il a pris son temps à chaque étape. Lorsqu'on manipule du métal et qu'on veut créer un motif en particulier via une technique spécifique, cela demande des compétences assez poussées. Je suis forgeron de profession. Je peux m'appuyer sur mes compétences et mon expérience dans cette compétition. J'espère que ça m'apporte... Les autres candidats sont en avance sur moi. Ma billette met longtemps à atteindre la température que je recherche. Je perds du temps. Je vais aller à la presse pour essayer d'accélérer les choses. C'est parti. Il passe à la presse avec sa billette de pise. Je stresse à fond. Le passage à la presse est une étape clé et je n'aurai pas le temps de tout recommencer. La soudure semble bien se dérouler. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante. J'ai décidé de fabriquer un joli couperet Bowie, parce que j'en ai déjà réalisé un certain nombre. Il va pas de ma morque. En levant les yeux, je vois que Grady est surpris par ma puissance. Ça ne saute pas aux yeux parce que je suis mince, mais j'ai des muscles. Je ne pense pas que Jake pourra tenir ce rythme bien long partout à une vitesse vraiment incroyable. Je suis décoiffé. Je vais faire un couperet Bowie avec un joli arrondi. Regardez la couleur de la billette de Silas. C'est vraiment magnifique. Silas met une super ambiance dans la forge. Et à fond, mec. T'as l'air survolté. C'est la chaleur qui me gagne. La billette est encore relativement épaisse. Il n'y aura pas de délamination. Je devrais pouvoir rattraper ça à la disqueuse. Il passe la totalité de sa billette sur la bande. Il fait seulement des mouvements de va-et-vient. Il faudrait qu'il génère beaucoup plus d'étincelles que ça. À la vitesse où Blake avance, il est largement en retard par rapport à ses 3 adversaires. Il doit travailler beaucoup plus vite. Ouais. Allez, tu peux le faire. Je donne tout. Tu peux le faire. Messieurs, il vous reste 1 heure. Jake est le premier à faire des va-et-vient. Plus il fait d'à-coups, plus il risque d'avoir des anomalies. J'ai chaud patate. Une fois ma trempe réalisée, je vois que ma lame prend un mauvais tournant. Il va falloir que je remédie à ça très rapidement. Si l'anomalie est trop importante ou si la lame se fissure, je devrais tout recommencer à zéro. Oh, ça sent pas bon. En manipulant ma lame, je sens que tout est rentré dans l'ordre. T'as obtenu jusque-là. Je peux passer à la disqueuse. C'est parti. Impeccable. C'est dans la poche. L'heure tourne. Je dois passer à la disqueuse. Messieurs, il ne vous reste que 30 minutes. Silas a décidé de percer sa lame avant la trempe. C'est plus facile de percer la lame avant de passer à la trempe. Je suis allé un peu vite sur cette étape. J'espère que je vais pas m'en mordre les doigts. Excellent. Ça, c'est de la trompe. C'est le 3e à réaliser sa trempe. On attend Blake. J'ai passé un long moment à la disqueuse, mais ma lame est encore assez épaisse. Tant pis, je dois la faire chauffer et passer à la trempe. Tout va se jouer sur cette étape. J'espère que ma lame ne va ni se tordre ni se déformer. Je n'ai entendu aucun bruit déplaisant. Je pense avoir réussi ma trempe. Je suis vraiment soulagé. 5, 4, 3, 1.
éteignez vos machines et posez vos outils. L'épreuve est terminée. Oh, c'était une sacrée épreuve. Bien joué. Toi aussi. J'ai adoré. À la fin du décompte, je regarde ma lame. On voit bien le motif. Je n'ai pas beaucoup de couches. Oui, ce n'est pas l'acier de Damas le plus réussi que j'ai fait, mais j'ai respecté tous les critères imposés, donc je suis ravi. Messieurs, on vous a donné 3 heures pour réaliser l'arme de votre choix dans l'acier de votre choix. Et vous avez fait de Damas. Vous avez tous respecté les critères imposés, mais il est temps de déterminer qui ne participera pas à la deuxième épreuve. Blake, veuillez remettre votre lame. Blake, vous avez réalisé une lame relativement standard. Le motif de l'acier de Damas n'est pas particulièrement riche, et votre lame est encore un peu trop épaisse. De plus, il y a des délaminations au niveau de la pointe. J'aimerais que vous profitiez de l'épreuve suivante pour afficher de l'acier de Damas. Félicitations. Merci pour ce retour. Jason, à vous de remettre votre lame. Jason, parlons un peu de votre lame. Tout d'abord, je vous félicite car vous avez pris un risque. Vous avez replié votre billette pour augmenter le nombre de couches, et ça se voit. Dans cette compétition, on attend que vous vous surpassiez. La forme de votre lame est réussie. Il ne reste plus qu'à l'affiler. Continuez comme ça. Jake, à vous de remettre votre lame. Blake, c'est du beau travail. J'ai apprécié votre manière de travailler. L'acier à bonne allure. Par contre, j'ai des réserves sur votre manche. Il est bien réalisé, mais il me semble un peu lourd. Peut-être qu'il faudrait le raccourcir. Globalement, c'est encourageant. Merci. Et pour finir, Silas, à vous. Silas, plusieurs éléments ont attiré mon attention. La forme recourbée de votre lame est particulièrement harmonieuse et audacieux dans la réalisation de votre Damas, en travaillant votre billette dans les 2 directions. Je vous félicite. En ce qui concerne le manche, il est très long. Il faudrait que vous arriviez à le rendre plus agréable à tenir, mais sinon, vous avancez dans la bonne direction. Merci bien. Messieurs, cette compétition a démarré dans vos propres forges, où vous avez chacun affronté et éliminé 2 collègues. Vous avez tous fait du bon travail dans cette première manche, mais on doit déterminer qui ne participera pas. Le forgeron qui va nous quitter est... Blake, votre lame n'était pas de taille, Doug va vous dire pourquoi. Blake, de votre forge située à Kalamazoo à notre forge, j'ai pris plaisir à vous voir relever les défis qui s'offraient à vous. Mais aujourd'hui, votre lame est la moins aboutie, et c'est pour cela que vous êtes éliminé. Je comprends. Blake, merci d'avoir participé à cette compétition. Malheureusement, il doit quitter la forge. Bien sûr. Je suis un peu déçu, mais je m'y attendais. J'aurais adoré offrir 10 000 $ de matériel à Combat Ready Art et remporter 20 000 $ après tous les efforts que j'ai déployés. Mais je suis fier de mon travail et peut-être qu'un jour je reviendrai. Messieurs, félicitations. Vos efforts lors de cette manche ont payé et vous passez à l'étape suivante de la finale. Pour la deuxième étape, vous allez ajouter des manches à vos lames parfaitement fonctionnelles. Mais on vous a réservé des surprises. Au lieu d'avoir 2 heures pour terminer votre lame, on ne vous laisse que 90 minutes. Ah ouais. Je suis plus stressé maintenant qu'au début de la première épreuve. À la fin de l'épreuve, vous remettrez vos lames à nos juges et ils testeront leur résistance sur des rondins de bambou et leur tranchant avec le test des cartes. 90 minutes, c'est très court pour terminer vos lames et le compteur démarre maintenant. C'est parti! 90 minutes pour aiguiser la lame, la nettoyer, fixer le manche, lui donner forme et obtenir un bon tranchant, c'est costaud. Jason aiguise sa lame à la disqueuse et génère de belles étincelles. Je pense que les juges veulent voir des lames achevées, donc je dois réaliser mon manche aussi vite que possible. Je veux vraiment gagner cet argent. 30 minutes de découpe. Que c'est long. Jake prépare une petite... Ça va être suffisant pour une lame de 35 cm? Pour le type de manche que Jake fabrique, il faudrait quelque chose d'un peu plus large, avec un revêtement qui accroche bien. Ce serait bien. J'aimerais avoir plus de temps, mais je me sens confiant. On va y arriver, c'est faisable. Le manche de Silas est beaucoup trop long. On devrait vraiment le raccourcir et le ressouder. Ce serait la meilleure chose à faire. Ben m'a dit qu'il trouvait mon manche un peu long. Mais je vois pas ce que je pourrais faire pour améliorer ça. Je ne pense pas que Silas va raccourcir son manche. Il l'a déjà bien pensé. Mon manche est plutôt agréable à tenir. Je vais essayer de le rendre le plus fonctionnel et maniable possible. J'espère ne pas m'en mordre les doigts. Maintenant que ma lame a la bonne épaisseur, je vais pouvoir peaufiner le manche. C'est le bon côté, non? Non. Appliquer ma résine époxy sur le mauvais côté de la pièce. Et c'est reparti. Ah, on dirait que Jason rencontre quelques difficultés avec son manche. On dirait un débutant.
mais je vais m'en sortir. Mais non, c'est de ce côté, et quand on se trompe, il faut tout recommencer. Si je devais donner un conseil utile, ce serait de toujours se noter des repères précis sur chaque pièce pour éviter ce genre de bourde. J'ai fini par m'y retrouver dans l'organisation de mes pièces, mais je suis un peu confus. Dernière ligne droite. Jay m'a dit que mon manche était trop long et que je devais le raccourcir pour qu'il soit plus agréable à manier. Je m'appelle Comax. Gwen se tient vraiment à remporter cette compétition. Je regarde cette série depuis hyper longtemps et je suis absolument ravi de me trouver aujourd'hui dans la forge du meilleur forgeron face au juge. Et surtout en tant que membre de l'ABS. C'est tout bon? Il me reste 22 minutes à travailler le plus vite possible. Je perce les trous pour dériver de 6 mm. Et mince. On est dans les dernières minutes de la deuxième épreuve de la finale de ce tournoi. 3 forgerons s'affrontent et donnent le meilleur d'eux-mêmes dans cette manche de 90 minutes. Mais Silas rencontre des difficultés. Les trous sont trop petits. Si je n'arrive pas à fixer mon manche, je vais être éliminé. Je suis pas du tout serein. J'essaie d'élargir un peu correctement. Je sens que la pression monte. Ok. Mes rivets sont passés. Je suis soulagé. Je vais m'en sortir. Je veux que ma lame soit la plus aboutie possible, mais je manque cruellement de temps. La lame doit être fine et bien affûtée, mais assez robuste pour ne pas être endommagée lors du test de résistance. Il va s'épiler tout le bras à ce rythme. C'est vrai, il a déjà fait toute sa tête. Sacré tranchant. On enchaîne. Jack ponce son manche. Le temps presse. Messieurs, il vous reste 5 minutes. Le test des cartes ne paye pas de mine, mais depuis le temps, j'ai compris qu'il s'agit de notre test de tranchant le plus efficace. Oui, ce qui est génial, c'est que si la lame est bien tranchante, la coupure sera nette tout du long. Mais dans le cas contraire, certaines cartes ne seront même pas découpées. J'ai affûté ma lame au maximum. Donc je me sens... Super, ça me plaît. 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, arrêtez tout, l'épreuve est terminée. Les 90 minutes sont écoulées, je pose ma lame. Elle est affûtée et le manche est fixé. Les critères imposés sont respectés. 30 minutes de plus m'auraient permis de peaufiner le tout, mais maintenant, c'est au juge de décider. Messieurs les forgerons, on va commencer par le test de résistance, les bambous géants. Par vos lames, attaquer ces bambous. Et j'ai surtout hâte de voir les bambous contre-attaquer. Jason, vous allez commencer, prêt? Comme jamais. Parfait, c'est parti. J'ai déjà fabriqué ce genre de lame à plusieurs reprises, mais je sais que le bambou est un adversaire redoutable, donc je suis complètement terrorisé. Jason, c'est du joli travail. Votre lame a tenu le coup, elle est toujours bien droite et en un seul morceau. Bien joué. Merci. Jack, vous êtes prêts? Oui, allez-y. Allons-y. Jay a déjà brisé plus d'une lame, donc j'ai du mal à maîtriser mon stress. C'est chaud. Jack, bien joué. Votre lame a bien résisté. Le tranchant est totalement intact. Vous avez réalisé un travail d'une grande qualité. En ce qui concerne votre manche, il est un petit peu petit pour ma main. J'aurais été un peu plus long, mais globalement, c'est du bon travail. Merci. Allez, Silas, vous êtes prêts pour le test? Et comment? Parfait, on peut enchaîner alors. Je ne suis pas serein pour ce test. J'espère que ma lame tiendra le coup. Alors, Silas, joli travail. Le tranchant n'a subi absolument aucun dégât. Il est vraiment magnifique. Bien joué. Merci. Messieurs, bienvenue au test de tranchant, la découpe des cartes. Jason, êtes-vous prêt? Oui. C'était incroyable. Jason, votre lame est affûtée. Votre tranchant est parfaitement efficace. Joli travail. Merci bien. Jake, prêt? C'est parti. Parfait.
Jake, même si j'ai eu du mal à démarrer la découpe, c'est une lame de qualité. Votre tranchant n'est pas parfaitement équilibré. Au niveau de la garde, il est impeccable, mais à l'approche de la pointe, il est un petit peu trop épais avec un angle un poil obtus. C'est pour ça que je n'ai pas réussi à découper la première carte. Et après, les autres cartes posent problème, mais lorsque je suis arrivé à la bonne partie du tranchant, fluide. Alors dans l'ensemble, joli travail. Merci. Silas, à vous, prêt? Je suis prêt. Allons-y. Merci. Silas, votre lame est à la fois résistante et tranchante. Félicitations. Le tranchant est impeccable de bout en bout et agréable à manier. Bien joué. Merci. Messieurs, permettez-moi de vous féliciter. La route a été longue jusqu'à cette finale, et le candidat qui va quitter la forge est... Jake. Votre lame n'était pas de taille, Doug va vous dire pourquoi. Jake, ce n'est pas une compétition comme les autres. Vous avez vaincu plusieurs adversaires pour en arriver là et fabriqué de superbes lames. Toutefois, votre Bowie n'a pas été suffisamment performant pour ce dernier test, et c'est pour cela que vous êtes éliminé. Merci pour ce retour. Jake, du Texas jusqu'ici, ça a été un honneur de vous voir à l'œuvre, mais vous allez devoir quitter la forge. J'ai trouvé cette expérience formidable. Je suis honoré d'avoir participé à ce tournoi et d'avoir représenté l'école Bill Moran. Les défaites, ça fait partie de la compétition. Mais je suis allé jusqu'au second tour de la finale, et ça, j'en suis... Messieurs, on a démarré ce tournoi avec 12 forgerons des 4 coins du pays, et nous voilà avec le champion choisi par Ben, du Clay Spencer's Blacksmith Shop, et le champion de Dev de la New Agrarian School. Vous avez prouvé vos qualités de forgeron et mérité votre place en finale. Vous ne prétendez pas seulement à 20 000 $ pour vos gains personnels, mais aussi à 10 000 $ de matériel pour la forge que vous représentez. Pour cette épreuve finale, vous allez retourner chez vous pendant 4 jours, historique redoutable. Un sabre Mopla. Le sabre Mopla a été créé au XVIIe siècle au sud de l'Inde. C'était l'arme de choix de la communauté Mapila. Il s'agit d'une lame large et légère avec un tranchant concave se terminant par une pointe prononcée. Cette arme meurtrière permet d'asséner des coups mortels à ses ennemis. Ce sabre possède un manche travaillé en bois ou en os. Il a joué un rôle important au début du XXe siècle face aux colons britanniques. Messieurs, écoutez bien, car vous avez plusieurs critères à respecter. La lame devra mesurer entre 38 et 43 cm de longueur et faire 11,4 cm de largeur au niveau de la pointe. Le manche devra être en forme de bec d'oiseau. Confiant? Oh que non. Un sabre Mopla. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai forgé des épées et des haches, mais je suis large et atypique. On sait pertinemment que vous êtes des forgerons talentueux. Vous nous l'avez prouvé. Cependant, au cours des 4 prochains jours, on s'attend à ce que vous vous dépassiez réellement. Messieurs, bonne chance. On se revoit dans 4 jours. C'est le premier jour dans ma forge. Je dois faire de mon mieux, car l'enjeu est vraiment élevé. Allez, c'est la victoire ou rien, donc je donne tout. Dans cette épreuve, je dis Que va faire Silas? donc, j'ai décidé de réaliser mon sabre Mopla en acier de Damas Sanmai avec 2 billettes. Avec ardeur. Mes 2 billettes en acier de Damas vont englober une pièce d'acier 80 CRV. Ça avance. À la fin de la première journée, j'ai obtenu 2 billettes de 200 couches chacune. Donc ça doit donner à peu près 400 couches d'acier au total. Les maths, c'est pas trop mon truc. C'est le début du premier jour. On atteint la dernière étape de la finale. J'adorerais reporter la compétition et faire ce beau cadeau à la New Agrarian School. C'est bon, ça. Aujourd'hui, mon objectif est de terminer de forger ma billette en acier de Damas. Mais on verra bien. Quel bonheur pour les yeux. Je fais très peu d'acier de Damas. Et je n'ai jamais réalisé ce genre d'arme. C'est une toute nouvelle expérience, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Ça me paraît pas mal. Deuxième jour. Cool, non? Mon objectif du jour est de terminer totalement ma lame. J'espère que c'est possible. J'ai beaucoup d'expérience avec l'acier de Damas, mais je n'ai jamais rien fait d'aussi large. Ça ne va pas être évident d'allonger et d'élargir la lame. Je suis à 7,6 cm, il en manque encore. J'espère y arriver. 20 000 $, ça se mérite. Zut, je ne m'en sors pas. Je n'ai pas assez de matière pour atteindre l'objectif. Si je n'arrive pas à respecter la largeur imposée, je serai éliminé.
Je n'ai pas assez de matière pour atteindre l'objectif, donc je vais devoir faire quelque chose de peu recommandable. Je vais ajouter de l'acier sur le dos de la lame pour pouvoir respecter les critères imposés. C'est ma seule option. C'est une solution particulièrement risquée, mais je n'ai pas d'autre choix. Cette soudure est vraiment brouillonne, mais tant pis. À la fin de la deuxième journée, j'ai respecté tous les critères. Mais pour être honnête, ma lame est juste un amas de déchets métalliques. C'est le début de la troisième journée. Hier, j'ai terminé ma lame et j'ai réalisé ma trempe. Je suis content. Je l'ai juste manipulée pour la tester un peu et une fissure est apparue. On la voit clairement sur le tranchant de la lame. Je vais pas pouvoir corriger ça à la disqueuse tout en respectant les critères imposés. Je dois tout recommencer. C'est le pire qui pouvait arriver. Je viens de perdre 2 jours de travail. Ça me met une pression énorme. J'ai pris un gros risque en réalisant un acier de Damas. Et malheureusement, ça n'a pas payé. Mais j'ai de l'acier 51-60. Je vais faire une nouvelle lame. Ce n'est pas un acier aussi noble, l'arme qui tient la route. C'est pas mal. Début du 4e jour. Je suis épuisé. Hier, j'ai réussi à aller jusqu'à la trempe. J'ai fabriqué toutes mes pièces. Il ne reste qu'à tout assembler. C'est la dernière étape de cette compétition particulièrement longue et difficile. Je me suis investi corps et âme dans ce projet. Donc si je ne gagne pas, je serai perdant. Globalement, le Clay Spencer Blacksmith Shop et moi pouvons être fiers. C'est le début de la 4e journée. Hier, j'ai réalisé la trempe et le ponçage. Aujourd'hui, je peux passer à l'assemblage. Je pense que je vais y arriver. Je suis confiant sur l'avancée de mon travail. J'ai perdu beaucoup de temps, alors je dois me dépêcher de terminer mon manche. J'espère que mon arme sera performante et harmonieuse. Mais je suis resté mobilisé et je suis fier de tout ce que j'ai accompli. Je souhaite remporter la victoire au nom de la New Agrarian School. Jason, Silas, vous avez fait du chemin pour arriver ici. On a commencé ce tournoi sur la route avec 12 forgerons de talent, et il ne reste plus que vous deux. Jason, vos compétences ont poussé Ben Abbott à vous choisir pour Rotor Blacksmith Shop. Silas, vos talents ont convaincu Dave de vous faire représenter la New Agrarian School. Et maintenant, tout va se jouer sur cette dernière épreuve du tournoi. L'un de vous deux va remporter 20 000 $ et offrir 10 000 $ de matériel à la forge que vous représentez. Avant de procéder au test, vous allez présenter vos lames. Jason, à vous. D'accord. Ce n'est pas ma plus belle lame, mais c'est de l'acier de Damas englobant de l'acier 80 CRV2 avec un motif quadrillé. À la fière allure. Silas, dites-nous tout. J'ai forgé ma lame avec de l'acier 51-60. J'ai recouvert le ricasso avec du bronze au silicium et le manche est fabriqué à partir d'un bois exotique. Je trouve ces deux armes splendides. On va commencer par le test de létalité du mannequin balistique. Messieurs, bienvenue au test de létalité. Le manque de blocs de glace. Jason, vous commencez. Prêt? Oui, monsieur. C'est parti. Je sais pertinemment que découper des blocs de glace n'est pas une mince affaire. J'espère sincèrement que mon tranchant tiendra le coup lors de ce test. Jason, discutons un peu de votre sabre Moplan. Après avoir découpé les blocs de glace, la pointe et le tranchant sont restés parfaitement intacts. Lorsque j'ai frappé le mannequin balistique, votre lame lui a infligé des entailles extrêmement profondes. Mais votre arme peut tuer. Merci. Allez, Silas, vous êtes prêts? Oui, monsieur. C'est parti. Je ne suis pas du tout serein. Je n'ai eu que 2 jours pour forger cette lame. La glace peut fortement endommager une arme. J'espère que la mienne va tenir le coup. Joli travail.
discutons un peu de votre sabre à plat. Tout d'abord, votre arme est vraiment légère, ce qui permet d'asséner des coups rapides. J'ai parfaitement découpé les blocs prévus d'entaille aussi profonde sur un mannequin balistique. Toutefois, il y a 2 endroits sur votre tranchant où je peux insérer un ongle. Ces défauts sont dus au fait que votre tranchant est particulièrement fin et affûté. En résumé, votre arme peut tuer. Messieurs, bienvenue au test de résistance, la découpe d'une cotte de maille et de trappe. Jason, à vous, prêt? Oui. Ok. Jason, votre arme est redoutable. Elle est extrêmement résistante. J'adore le design de votre ricasson, c'est magnifique. Votre sabre est élégant et efficace. Joli travail. Merci. Silas, vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors j'y vais. Silas, le problème de votre manche, c'est qu'il est trop arrondi. Donc il tourne facilement dans ma main quand je percute mes cibles. Par conséquent, j'ai eu beaucoup de mal à garder une prise ferme sur le sabre. C'est vraiment embêtant. Merci. Messieurs, quelle aventure! J'ai vraiment apprécié aux côtés de nos juges. Visitez ces 4 forges et observez votre travail tout au long de cette compétition. Je vous assure que Jeffrey et Bells seront fiers de vous. Mais malheureusement, seul l'un d'entre vous peut gagner 20 000 $, offrir 10 000 $ de matériel à la forge qu'il représente et remporter le titre de meilleur forgeron. Les juges ont pris leur décision. Aujourd'hui, le meilleur forgeron et vainqueur du tournoi sur la route est... Jason, félicitations, vous êtes un concurrent de taille et vous êtes passé à un cheveu de la victoire. Dave va vous dire pourquoi. Silas, vous nous avez présenté une arme de qualité. Votre défaite se jouait sur 2 choses. Votre lame a subi des dégâts lors du test de résistance et votre manche n'était pas facile à garder en main. Silas, j'ai été ravi de vous regarder travailler. Vous êtes un forgeron de talent. Mais malheureusement, vous êtes éliminé et je vais vous demander de quitter la forge. Je peux pas dire que je suis pas déçu. J'ai fait des erreurs non négligeables et dans une compétition de ce niveau, c'est ce qui fait toute la différence. Cependant, je suis vraiment fier d'avoir représenté cette école. J'aurais vraiment aimé décrocher la victoire en leur nom, mais c'est la loi du plus fort. Jason, toutes mes félicitations, vous voilà meilleur forgeron. Vous avez remporté ce tournoi sur la route. Vous allez non seulement recevoir un chèque de 20 000 $, mais vous offrez également 10 000 $ de matériel au Clay Spencer Blacksmith Shop. Bien joué. C'est le titre de meilleur forgeron. Je n'arrive pas à y croire. C'est un honneur et un privilège d'avoir terminé cette compétition, d'avoir remporté le tournoi et d'offrir 10 000 $ d'équipement à l'école John C. Campbell. Ma femme va être aux anges. Je te ramène 20 000 $, ma chérie. Doug s'arrêta, essuya la lame et se tourna vers Henry en riant. « Désolé pour le bazar que je viens de mettre sur votre plan de travail. Je tiens à vous féliciter chaleureusement pour le poids plume exceptionnel de votre sabre de Cavalry. Votre ruban de Dama a parfaitement tenu sa place sans bouger d'1 millimètre lors des impacts. Répétez contre la résine dure. Votre tranchant unique a cependant subi de légers dommages superficiels sur le fil. Je peux pincer mon ongle sans problème sur cette petite section médiane du métal. Mais cela n'empêche absolument pas l'arme de continuer à couper efficacement. Un grand bravo à vous pour cette prouesse technique. » Henry s'inclina avec émotion. « Merci infiniment. » Ce fut enfin au tour de Brandon de soumettre son sabre en acier 80 CRV2 au même. Traitement impitoyable. L'animateur l'interpella d'un ton sérieux. « Brandon, vous êtes prêt pour le test final ?» Brandon répondit d'un ton lourd. « Prêt. »
Doug prit le sabre lourd de Brandon, se mit en position devant les crânes balistiques restants et abattit l'arme de toutes ses forces. Au premier impact, un bruit métallique sec et cristallin, totalement différent des bruits précédents, résonna dans toute la forge, suivi instantanément par le bruit sourd d'un morceau de métal tombant sur le sol. La longue lame de Brandon venait de se briser net en 2 morceaux au tiers de sa longueur soulée. Yeux stupéfaits de l'assistance. Un silence de mort s'installa sur le plateau. Doug s'arrêta immédiatement, ramassa le morceau brisé et examina la texture du métal au niveau de la cassure. L'animateur s'avança avec une mine sombre. C'est terrible ce qui vient de se passer. Bien, on a là 2 ou 3 petits problèmes techniques majeurs à analyser ensemble sur cette arme. Doug montra la section brisée à la caméra et à Brandon. Regardez de près la texture de l'acier au niveau de la rupture. Le grain du métal est très épais et grossier, ressemblant à du sable. Vous voyez sûrement le reflet brillant de là-bas sous la lumière des projecteurs. L'autre problème structurel majeur, c'est qu'il y a plusieurs zones nettement noircies à l'endroit précis où le sabre s'est cassé net. C'est le signe indéniable que l'acier avait subi de multiples microfractures internes invisibles à l'œil nu lors de la forge ou du redressage. Voilà la preuve que le traitement thermique de normalisation n'a malheureusement pas suffi à affiner correctement le grain de l'acier après vos erreurs de température. Quoi qu'il en soit de vos efforts louables, regardez le résultat. Brandon, votre sabre pouvait certes couper efficacement lors du premier test. Mais malheureusement pour vous, le test de résistance balistique a eu définitivement raison de sa structure. Votre lame est cassée en 2 morceaux, ce qui constitue selon notre règlement intérieur une défaillance catastrophique éliminatoire. Car les tests de sécurité ne peuvent tout simplement pas continuer avec une arme brisée. Merci infiniment d'être venu jusqu'en finale pour nous montrer votre savoir-faire. Mais la compétition s'arrête malheureusement ici pour vous aujourd'hui. Je vais devoir vous demander de quitter la forge. Brandon accepta le verdict technique avec la dignité d'un grand artisan, serrant la main des juges avant d'exprimer ses sentiments face caméra lors de sa toute dernière interview. J'ai un sentiment très partagé en quittant la forge aujourd'hui. J'ai certainement raté quelque chose d'essentiel et de crucial au moment de ma trempe à la maison. Avec cette histoire d'huile froide, ce qui a fragilisé le cœur de l'acier. Mais le sabre de cavalerie présenté par Henry est tout simplement incroyable de toute façon. Il mérite amplement sa victoire. C'était pour moi une expérience extraordinaire et enrichissante du début à la fin. Cela m'a beaucoup apporté sur le plan humain et technique. Et je ne regrette absolument pas d'avoir participé à cette grande aventure de forgeron. L'animateur se tourna enfin vers le grand vainqueur de la journée. Alors qu'Henry Walker se tenait seul au centre du plateau illuminé. Henry, vous n'avez aujourd'hui plus aucun concurrent face à vous. Votre sabre de cavalerie napoléonien en acier damassé a survécu avec brio à tous nos tests. Impetoyables. Vous êtes officiellement sacré le meilleur forgeron de l'émission. Et vous allez recevoir immédiatement un chèque d'une valeur de 10 000 $ pour réaliser vos projets. Un immense bravo à vous. Alors, quelles sont vos impressions à chaud? Henry, les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres, regarda son chèque avant de répondre d'une voix tremblante d'émotion. J'en reviens pas du tout. C'est tout simplement incroyable comme sensation. Les juges s'approchèrent pour le féliciter personnellement. Vous nous avez présenté aujourd'hui un très beau sabre historique, digne d'un grand maître de la forge. Toutes nos félicitations pour ce travail de titan. Henry conclut l'aventure face à la caméra. Son sabre damassé brillant fièrement à ses côtés sous les applaudissements du plateau. Je ne réalise pas encore tout à fait ce qui m'arrive à cet instant précis, c'est un rêve éveillé. Mais j'ai bien vu de mes propres yeux que mon sabre a été très performant et solide sur tous les tests physiques des juges. J'ai eu d'excellents commentaires et de superbes retours sur la qualité de mon travail de forge. Je suis extrêmement fier de ce que j'ai réalisé de mes propres mains à partir de simples pinces à linge de récupération. Je m'appelle Henry Walker, et je suis officiellement le meilleur forgeron. C'est tout simplement génial comme conclusion.
L'atmosphère à l'intérieur de la grande forge était déjà lourde de promesses et chargée d'une tension palpable, mais d'une tension saine, celle qui anime les passionnés à l'aube d'un grand défi. 4 artisans d'exception se tenaient côte à côte, prêts à mesurer leur savoir-faire ancestral sous les yeux d'un jury d'experts exigeants. Parmi eux se trouvait Henry Walker, un homme de 46 ans au regard franc et aux mains marquées par le travail du métal. Venu tout droit de la petite communauté de Hobart, dans l'État de l'Oklahoma. Henry portait en lui la fierté simple des gens de sa terre. Cela faisait maintenant environ 10 ans qu'il passait ses journées et ses nuits devant le feu, à dompter le fer et l'acier. Sa vocation était née d'un incident pourtant banal. Un jour, il avait perdu le couteau de poche qu'il trimballait absolument partout avec lui. En confiant sa mésaventure à son meilleur ami, ce dernier s'était ouvertement moqué de lui, affirmant qu'il était incapable d'en fabriquer un lui-même. Il n'en avait pas fallu davantage pour piquer l'orgueil d'Henry, pour prouver à son camarade qu'il avait tort. Il s'était jeté à corps perdu dans l'apprentissage de la forge, découvrant ainsi une véritable vocation qui ne l'avait plus jamais quitté. À ses côtés, Dottie Derry laissait éclater son enthousiasme d'un grand sourire. Originaire de Woodland, une charmante petite ville de Californie. Elle représentait la preuve vivante que la forge était accessible à quiconque possédait de la détermination et de la curiosité. Sa propre aventure avait commencé le jour où sa sœur, pour une occasion dont elle ne se rappelait même plus le nom, lui avait offert un kit amateur pour réaliser un couteau de ses propres mains. Ce fut un coup de foudre immédiat. Elle avait adoré façonner cette première lame. En y repensan. Elle s'émerveillait encore qu'un simple présent ayant coûté à peine $80 ait pu déclencher chez elle une telle ferveur, au point qu'elle décide d'investir sérieusement pour s'équiper convenablement. Malgré une nuit extrêmement courte où elle n'avait pu fermer l'œil que pendant 2 heures à peine, elle affirmait crânement péter la forme, portée par l'adrénaline de la compétition. Cette privation de sommeil résonna immédiatement chez Brandon Androsky, qui confia en souriant qu'il vivait la même situation au quotidien puisqu'il avait un jeune bébé à la maison. Âgé de 38 ans et originaire de la ville de Provo dans l'Utah, Brandon était quant à lui un forgeron professionnel aguerri. Son histoire avec le métal avait débuté très tôt, alors qu'il n'avait que 8 ans. À la bibliothèque locale, il avait emprunté un ouvrage illustré sur l'histoire des Vikings. Le livre détaillait avec précision les outils traditionnels qu'ils utilisaient ainsi que leur technique de forge unique. En refermant l'ouvrage, le jeune garçon s'était fait la promesse que c'était exactement ce qu'il ferait de sa vie. Mais au-delà de sa passion technique, Brandon possédait un cœur immense. Conscient des difficultés indicibles, mon sabre de cavalerie sera totalement prêt pour l'évaluation. Le 4e et dernier jour fut consacré aux finitions de haute précision et à l'assemblage final des pièces. Dans sa forge, Henry s'activait autour de son bac de révélation chimique. C'est déjà le 4e et dernier jour de l'épreuve à la maison. Et j'ai encore beaucoup de pain sur la planche à accomplir. Finition de surface, révélation finale à l'acide pour faire ressortir les motifs du damas. Je profite d'ailleurs du temps de trempage dans le bain d'acide pour finir de sculpter mon manchant. Bois. Je n'avais encore jamais de ma vie recouvert un manche de cuir véritable collé et cousu. Le résultat final est franchement beaucoup plus sympa et élégant que ce que j'avais anticipé au départ. À la sortie du bain d'acide, l'aspect visuel de ma lame damassée est très satisfaisant. Les lignes contrastées serpentent magnifiquement le long du tranchant unique. C'est vraiment joli à regarder. Maintenant que mon sabre de cavalerie est totalement prêt et assemblé, je croise les doigts de toutes mes forces pour que le titre et les $10 000 me reviennent à la fin des tests. De son côté, Brandon mettait la touche finale à sa poignée de style Frankenstein. Combinant les métaux avec une grande habileté, c'est le tout dernier jour de l'épreuve à la maison. Et j'ai encore plein de boulot de ajustement à faire, notamment pour finaliser la poignée. Je vais enrouler méthodiquement un fin fil de cuivre torsadé autour de mon manche en cuir. Cette technique traditionnelle permet d'offrir une excellente prise en main antidérapante avec le cuir si on serre bien le fil comme il faut lors de la pose.
L'idée directrice de cette modification est aussi de rendre le tout le plus esthétique et harmonieux possible pour impressionner l'œil des juges. Là, comme ça, c'est vraiment joli à regarder. J'ai pris un plaisir fou et intense à fabriquer ce sabre historique du début à la fin de ces 4 jours. Je suis très satisfait de mon travail artisanal. Le retour des guerriers. Le décor de la grande forge de l'émission avait retrouvé son calme habituel pour accueillir les 2 finalistes de cette compétition de haut niveau. Henry Walker et Brandon Androsky se tenaient fièrement côte à côte derrière leurs enclumes, portant chacun entre leurs mains une magnifique mallette en bois contenant leurs sabres de cavalerie napoléoniens respectifs. L'animateur s'avança vers eux avec un large sourire de bienvenue. « Messieurs, bienvenue de retour à la forge pour cette 3e et ultime session de test physique. Vous aviez 4 jours complets à la maison pour réaliser un sabre de cavalerie de la Grande Armée de Napoléon en respectant un cahier des charges très strict. Vu d'ici, à cette distance, ils sont tous les 2 très ressemblants et magnifiquement exécutés. Mais, afin de déterminer avec certitude lequel d'entre vous 2 repartira d'ici avec le titre prestigieux de meilleur forgeron de l'émission ainsi qu'un chèque de 10 000 $. Vos armes doivent impérativement passer une série de tests destructeurs et rigoureux. Avant de commencer la pratique, parlez-moi un peu en détail de la conception de vos sabres. Henry, vous avez la parole. Henry ouvrit sa mallette et présenta son arme brillante au reflet moiré. Pour la fabrication de ma lame, j'ai réalisé un acier damassé complexe composé à partir d'un mélange d'acier de nuances 80 CRV, 1084 et 15N20 pour obtenir un bon contraste visuel. Le pommeau, le quillon protecteur et la calotte arrière sont entièrement réalisés à partir de fer forgé. D'hameçon ancien de récupération. Le manche en bois, lui, est intégralement recouvert de cuir véritable collé pour assurer le confort. L'animateur hocha la tête avec admiration. D'accord, c'est super comme choix de matériaux. Et vous, Brandon, qu'avez-vous à nous dire sur votre sabre? Brandon présenta à son tour son œuvre au public. Ma lame est forgée dans un bloc d'acier homogène de nuance 80 CRV2 pour maximiser la résilience face au choc. Mon manche est une sorte de Frankenstein architectural avec un mélange subtil et travaillé de cuivre poli, de bronze coulé et de cuir véritable enroulé. L'animateur prit une mine sérieuse pour annoncer le début des hostilités. Messieurs, vos sabres de cavalerie ont été mesurés et validés par l'équipe technique. Ils sont encore à vérifier en dynamique. Nous allons commencer immédiatement par le test de létalité avec notre expert Doug. Messieurs, bienvenue au test de létalité. Henry, vous êtes prêts pour ce premier test? Henry répondit d'une voix ferme, absolument prêt, monsieur. Le juge Doug saisit le sabre damassé d'Henry, s'installa devant les mannequins de test en gel de silice et prit sa position de garde. Bien. Alors allons-y sans plus tarder. Henry observait la scène avec le cœur battant à tout rompre, confiant ses pensées. Je ne sais pas du tout à cet instant précis si mon sabre sera performant ou non sur ce type de cible. Dance. Ma lame a été volontairement forgée fine pour qu'elle soit la plus légère et maniable possible en mouvement. Donc oui, à vrai dire, j'emmène pas large du tout psychologiquement à cet instant. Doug effectua une série de grands moulinets rapides avant d'abattre la lame de damas d'un geste puissant au cœur du mannequin, traversant la matière artificielle avec une aisance déconcertante. À la fin du test, Doug se tourna vers Henry avec un grand sourire d'approbation. Henry. Pour commencer par les impressions de maniabilité. Je devais dire que votre sabre de cavalerie est extrêmement léger en main. Bien vu de votre part. Cette légèreté spécifique le rend vraiment très facile et agréable à manier dans l'espace sans fatiguer le bras. La construction ergonomique de votre manche en cuir offre une très bonne prise en main. Anti-dérapant. Pour ce qui est des performances de votre tranchant unique. Je suis tout simplement impressionné par ses grandes capacités à couper proprement la matière. Globalement, Henry, votre sabre est une arme redoutable, votre sabre peut tuer. Merci à vous. Henry souffla de soulagement. Merci beaucoup, monsieur.
L'animateur se tourna vers le second finaliste, Brandon. C'est maintenant à votre tour de passer au test de létalité. Vous êtes prêt? Brandon répondit, prêt à y aller. L'animateur lança, c'est parti. Doug saisit le sabre à poignée de bronze de Brandon et se posta devant une nouvelle cible composée. De lourdes plaques de canne à sucre condensé. Brandon ne put s'empêcher de partager son anxiété à voix basse. Vu l'extrême longueur finale de ma lame qui flirte avec la limite haute du cahier des charges. Je suis aujourd'hui très inquiet concernant sa résistance mécanique à l'action violente avec les cadres de canne à sucre. C'est l'instant crucial où l'expression populaire « ça passe ou ça casse » prend tout son sens pour un forgeron. Doug abattit le sabre de Brandon avec une force herculéenne. Les cannes à sucre volant en morceaux sous l'impact lourd. Doug inspecta ensuite l'arme de Brandon avant de rendre son verdict. Bien, Brandon. Commençons par analyser votre manche façon la fiancée de Frankenstein comme vous l'appelez. Le bronze texturé que vous avez ajouté sur la poignée est vraiment très agréable et s'intègre parfaitement dans la paume de ma main lors de l'effort. Bien, au moins. Votre lame présente un léger décalage géométrique par rapport à sa base structurelle. Elle est déviée de quelques millimètres vers la droite. De ce fait, à chacune de mes frappes lourdes. Et comme votre lame est plutôt épaisse et lourde en fin de mouvement, on ressent une torsion. Mais globalement, la structure est saine, votre sabre peut tuer. Brandon afficha un large sourire. Je suis vraiment très ravi de l'entendre. Le crépuscule de la compétition. L'animateur s'avança pour annoncer l'épreuve finale et la plus destructrice du concours. Messieurs. Il est maintenant temps de passer au test ultime de résistance à l'aide de pastèques denses et de répliques de cranes balistiques en resine renforcée. C'est le test qui va révéler la moindre faiblesse invisible de vos aciers. Henry, vous êtes prêt pour cette épreuve? Henry hocha la tête. Prêt, monsieur. L'animateur fit un signe de la main. Bien, alors allons-y de ce pas. Doug saisit à nouveau le sabre en acier damassé d'Henry. Se positionna devant la table des crânes et abattit la lame à plusieurs reprises avec une violence inouïe, brisant les cibles dans des éclats de résine projetés partout sur le sol de la forge. Historique de l'assaut majeur. Pour défaire les forces russes lors de la célèbre bataille d'Austerlitz en l'an 1800. Messieurs, soyez extrêmement attentifs au cahier des charges rigoureux qui vous attend pour cette épreuve à la maison. Votre lame finale, mesurée précisément de la pointe jusqu'à la garde, doit impérativement mesurer entre 71 et 76 cm de long. On attend de votre part une courbe prononcée et régulière. Un tranchant unique affûté comme un rasoir et la présence obligatoire d'une gouttière de chaque côté. Le long du dos de la lame pour l'alléger. La poignée, quant à elle, doit inclure un quillon protecteur du côté du dos de la lame. Un orillon de fixation et un bouton de rivure propre à l'extrémité du pommeau pour sceller l'ensemble. En écoutant ces exigences architecturales complexes, Brandon sentit une vague d'inquiétude l'envahir. « Je ne suis pas très serein du tout en entendant ces critères », confia-t-il à voix basse. « C'est certainement la fabrication de la poignée napoléonienne avec tous ces éléments spécifiques qui va me donner le plus de fil à retordre durant ces 4 jours. C'est quelque chose de très technique que je n'ai encore jamais fait de ma vie de forgeron professionnel. Ça s'annonce vraiment très compliqué à ajuster proprement. » L'animateur conclut l'émission en leur souhaitant bonne chance. Vous avez énormément de pain sur la planche pour les prochains jours, messieurs. Mais vous nous avez amplement prouvé l'étendue de votre immense talent. Bonne chance à vous deux pour cette finale. Et rendez-vous ici même dans 4 jours pour les tests ultimes. Henry et Brandon se tournèrent l'un vers l'autre pour se serrer la main fraternellement. Bonne chance à toi aussi pour la forge. Se dirent-ils mutuellement avant de quitter le plateau pour rejoindre leurs ateliers respectifs. Les 4 jours du forgeron. Le lendemain matin, à des centaines de kilomètres de là, chacun des 2 finalistes se retrouva dans l'intimité de son propre atelier pour entamer le marathon de 4 jours. Dans sa forge de l'Oklahoma, Henry Walker commença par ranger méticuleusement son plan de travail avant d'allumer son foyer de
Forge à charbon. Aujourd'hui, j'attaque enfin la troisième épreuve décisive de cette finale. Dit-il en regardant ces blocs de métal brut. Mon tout premier objectif technique est de réaliser un acier damassé complexe avec un très joli motif de torsion qui ressortira magnifiquement bien après la révélation finale. Il commença par empiler plusieurs couches alternées d'acier différents pour créer sa billette de départ. Après plusieurs chauffes à blanc et des passes rigoureuses sous son propre marteau pilon, il obtint un bloc homogène qu'il entreprit de torsader sur lui-même à l'aide d'une lourde clé de serrage. Henry savait que lorsqu'on vient torsader une billette incandescente de cette longueur, le risque majeur est d'y aller trop fort ou trop vite et que la pièce ne se fissure ou ne se casse carrément en deux morceaux inutilisables. Alors, par sécurité, il choisit de garder pas mal d'épaisseur sur sa structure pour encaisser la torsion sans dommage. À la fin de cette première journée de travail intense, alors que le soleil se couchait sur Hobart, il afficha un visage satisfait. Le premier jour touche enfin à sa fin. J'ai accompli avec succès mon objectif principal de réaliser une belle billette torsadée saine. Je suis certes un tout petit peu en retard sur mon planning initial de découpe, mais ça va. Ce n'est après tout que le premier jour de la compétition. Pendant ce temps, dans son atelier de Provo, Brandon Androski avait choisi une approche différente pour sa lame, préférant miser sur la robustesse d'un acier homogène de haute qualité plutôt que sur un damas. Je vais m'attaquer directement à un solide morceau d'acier de nuance 80 CRV2, expliqua-t-il en manipulant la lourde barre de métal. Comme le morceau d'origine est particulièrement long et massif, j'ai heureusement de la marge pour travailler la matière. Il alluma sa forge à gaz et commença par donner au métal sa courbe initiale à l'enclume. Le plus difficile et le plus physique dans le fait de forger ce sabre de cavalerie entièrement à la main, c'est sans aucun doute de respecter scrupuleusement cette forte courbure napoléonienne tout en étirant le tranchant de manière régulière. Ça va chauffer sec dans l'atelier pour les prochaines heures. À la fin de sa propre première journée, Brandon put contempler son travail avec fierté. La première journée est maintenant terminée et ma longue lame est entièrement forgée à la forme brute. Je suis vraiment très content de la taille finale obtenue qui respecte les critères. Demain, au programme, je finirai de meuler proprement ma lame à la bande abrasive et je ferai un traitement thermique rapide pour stabiliser l'acier avant la trempe. C'est un planning délicieux qui s'annonce. Le deuxième jour passa dans un tourbillon d'étincelles et de poussière de meulage pour les deux hommes. Au matin du troisième jour, Henry faisait le point sur sa progression dans son atelier. C'est le matin du troisième jour de travail et j'ai bien étiré ma lame de damas à sa longueur finale. J'ai aussi fabriqué séparément toutes les parties complexes métalliques de mon manche, y compris le quillon et l'orillon. Je pense sincèrement que je suis bien dans les temps de mon planning. Je dois maintenant passer à l'étape cruciale du traitement thermique global et de la trempe dans l'huile pour durcir l'acier. Après avoir chauffé la longue lame à la température critique, Henry la plongea d'un geste sûr dans son grand bac vertical de trempe. Une immense flamme s'éleva temporairement. Après refroidissement complet, l'heure de vérité absolue avait sonné pour l'artisan. Ma lame est-elle restée parfaitement droite ou a-t-elle vrillé sous le choc? En posant le sabre sur son enclume pour l'inspecter, son visage se décomposa. Elle ne l'est pas du tout droite. C'est la cata absolue. La trempe a complètement et dramatiquement déformé ma lame sur toute sa longueur, lui donnant une ondulation prononcée. Elle est certes bien dure comme il faut, mais elle est maintenant toute tordue et inutilisable en l'état pour un officier de cavalerie. Henry refusa cependant de céder au découragement. Tout n'est pas perdu pour autant. Je peux encore tenter de recommencer entièrement le traitement thermique en recuisant la lame pour effacer la mémoire du métal. Je vais donc retourner immédiatement à la trempe après redressage. J'espère vraiment de tout cœur que ça se passera beaucoup mieux cette fois-ci. Après une seconde tentative stressante, il inspecta à nouveau le damas. J'ai de la veine sur ce coup-là. Il reste encore quelques légères imperfections de planéité. Mais je pourrai toujours rattraper ça facilement à la meuleuse d'atelier lors des finitions.
Au même moment à Provo. Brandon entamait lui aussi son 3e jour avec une certaine appréhension. Au début du 3e jour. Je ne suis pas très confiant du tout concernant l'état interne de ma lame, avoua-t-il face caméra. Hier, en fin de journée. J'ai procédé à la trempe de mon sabre dans une huile de trempe restée froide. Ce qui n'est pas très malin du tout de ma part avec le recul. Parce que le froid a tendance à rigidifier trop brutalement la surface et à créer des tensions internes énormes dans la lame. J'avais bêtement oublié de préchauffer l'huile avec un morceau de fer rouge avant d'y plonger mon arme. Le programme obligatoire du jour est donc de repasser entièrement à la trempe après un cycle de normalisation, puis de travailler activement sur mon manche et ma garde en bronze. Après avoir corrigé son erreur et chauffé son huile de manière adéquate, Brandon effectua sa seconde trempe. En sortant le sabre du liquide, il afficha un grand sourire de soulagement. Voilà. On est enfin bon. Hop, elle est restée bien droite cette fois-ci. J'ai vraiment bien fait de prendre le temps de recommencer ma trempe proprement. Pour la fabrication du manche, ce sera du bois de noyer local précieux. Pour la conception de la calotte du pommeau, ce sera du bronze coulé. End pour la garde protectrice, je prends un joli morceau d'acier de nuance W2. Là, je fabrique actuellement mon pommeau de rivure. Je crois que je vais partir sur un design de manche avec un léger corbeau ergonomique pour assurer une excellente tenue en main. À la tombée de la nuit, Brandon fit le bilan de sa journée harassante. Le 3e jour est maintenant terminé. Quelle journée de fou dans l'atelier. Il ne me restera plus demain qu'à assembler définitivement le manche sur la soie. Et commença le juge en examinant l'arme. Votre manche en bois et cuir est vraiment bien poncé et adouci pour la main. Il est très agréable en dynamique. En revanche, votre tranchant a lui aussi été pas mal malmené lors du test de résistance sur le métal. Et cela s'est cruellement ressenti lors de ce test-ci. La découpe des tubes en caoutchouc n'est pas parfaitement propre. Il y a des morceaux de matière qui pendouillent lamentablement au bout des sections coupées au lieu d'une coupe rasoir. Mais je privilégie le fait que je devais dire que votre couteau peut couper efficacement. Merci à vous. Enfin, Henry ferma la marche. Henry, c'est à vous de clore ce test. Prêt? Oui, monsieur, répondit-il calmement. Le juge prit le couteau d'Henry et trancha les tubes d'un geste fluide et rapide qui les salait. Morceau tombé proprement sur le sol. Le juge afficha un visage impressionné. Henry, pour commencer par l'aspect visuel. Ces teintes d'édition et l'ajustement de votre manche bicolore sont d'une très grande qualité. Artisanale. Mais il n'empêche que le test de résistance sur le pogo stick a tout de même légèrement endommagé cette petite section médiane du fil. Si votre couteau n'a pas réussi à couper intégralement le 3e tube suspendu aujourd'hui, c'est uniquement parce que cette partie spécifique de votre lame s'est retrouvée émoussée par le choc précédent. Mais votre couteau peut indéniablement couper de manière très efficace. Merci pour cette démonstration. Henry s'inclina. Merci. Le choix des finalistes. L'animateur prit la parole pour clore cette seconde phase de la compétition. Messieurs, l'heure est maintenant venue pour les juges de se réunir en privé afin de déterminer les deux d'entre vous qui auront le privilège de s'affronter en grande finale de cette compétition de forge. Merci de bien vouloir les laisser se concerter tranquillement en regagnant les coulisses de l'atelier pour quelques instants. Une fois les 3 candidats sortis de la pièce, les juges se rassemblèrent autour de la table d'examen pour comparer minutieusement les 3 couteaux restants. Le juge principal ouvrit la discussion. Bon. Nous avons là 3 bons couteaux fonctionnels sur la table. Mais il faut impérativement faire un choix difficile pour éliminer un candidat avant la finale. Quel est ton avis sur la situation, Doug? Doug prit les armes en main l'une après l'autre avant de répondre. Honnêtement, j'hésite beaucoup entre le couteau fabriqué par Henry et celui proposé par Matt. Commençons par analyser en détail celui de Matt. Son tranchant a réussi à couper les tubes en caoutchouc lors du second test. Mais c'est principalement parce qu'il a été fortement abîmé sur le pogo stick juste avant.
Sa lame est devenue presque crantée par la force des choses, agissant un peu comme une scie sur le caoutchouc lors du mouvement. Maintenant, passons à l'examen de la pièce d'Henry. Son tranchant n'est certes pas ressorti totalement intact non plus du test de résistance sur le pogo stick. Mais les dégâts et la perte de matière ne sont pas du tout aussi conséquents ou profonds que pour le côté Audemat. La structure est restée bien plus saine. Le troisième juge, David, prit à son tour la parole pour apporter son expertise technique. Le couteau de Henry est de mon point de vue très bien construit du point de vue de la géométrie et du traitement thermique. Alors oui, il y a de petits dégâts superficiels sur le fil après avoir frappé du métal trempé. Ce qui est tout à fait normal pour ce type d'acier. Mais sa lame est restée entière et fonctionnelle sur toute sa longueur. Si on compare de manière objective avec la lame de Matt, on constate que sur près de 6 cm de sa lame, le tranchant utile a littéralement disparu ou s'est écrasé à la suite du test de résistance initiale. La perte d'efficacité est trop grande. L'animateur hocha la tête en écoutant les arguments. Très bien. C'est parfaitement entendu et logique. Quel est ton avis complémentaire sur cette question? S'avança pour conclure l'analyse. Pour ce qui est du test de résistance pure sur les pogo sticks, aucun des 3 couteaux ne s'est véritablement démarqué par une absence totale de marque. Ce qui est compréhensible vu la dureté de la cible. Mais il est indéniable que celui de Matt est celui qui a le plus souffert sur le plan structurel. L'animateur prit sa décision. Ok. Je crois que la situation est maintenant très claire pour tout le monde. Mais pour être absolument sûr avant de rendre le verdict officiel, Dave, ton choix définitif est fait? Dave répondit par un oui franc. Et toi, Doug, ton choix est fait également? Oui, confirma Doug. Et toi, tu es d'accord? Absolument, conclut Jay. L'animateur se tourna vers le technicien du plateau. Très bien. Je les rappelle immédiatement pour l'annonce. Les 3 forgerons revinrent s'aligner devant le comptoir, le visage tendu par l'attente du verdict. L'animateur prit la parole d'une voix solennelle. Messieurs, vous êtes véritablement au coude à coude depuis le tout début de cette compétition intense. Vous vous êtes tous les 3 prouvés à vous-même et à nous l'étendue de votre grand talent de forgeron. La décision finale était de ce fait très difficile à prendre pour le jury tant vos parcours sont respectables, mais les juges ont fait un choix logique basé sur les performances des armes. Le candidat qui quitte la forge aujourd'hui aux portes de la finale est Matt. Votre couteau n'est malheureusement pas de taille face aux 2 autres pour la suite. Et David va vous expliquer en détail pourquoi. David prit la parole avec un grand respect dans la voix. Matt, je tenais personnellement à saluer le couteau courageux que vous avez présenté aujourd'hui. J'ai vraiment adoré le fait que vous ayez utilisé intelligemment du cuivre pour concevoir votre mitre de protection. C'est un choix esthétique et technique magnifique. C'est uniquement sur le test de résistance sur le pogo stick que la différence s'est jouée entre vous. Car votre lame a nettement plus souffert et subi de déformations structurelles que les 2 autres pièces de vos camarades. Voilà la raison exacte de notre choix. L'animateur conclut d'un ton chaleureux. Matt, vous êtes malheureusement tombé sur plus fort que vous aujourd'hui. Et la compétition s'arrête ici pour vous. Merci infiniment pour votre participation et votre esprit sportif. Les autres candidats lui serrèrent chaleureusement la main en murmurant « Merci, beau travail, Matt ». Isolé dans le salon des interviews, Matt confia ses sentiments avec beaucoup de philosophie. Je comprends tout à fait leur choix technique, il est logique. Le test de résistance sur les pogo sticks était vraiment très costaud pour les structures. Mais je suis forcément déçu des dégâts importants que mon tranchant a subis face au métal. C'est malgré tout une expérience marquante et inoubliable pour ma carrière. Je m'attendais fermement à ce qu'on me pousse dans mes retranchements les plus profonds en venant ici, et j'avoue que sur ce point précis, je n'ai absolument pas été déçu du voyage. L'ombre de l'empereur. L'ambiance de la forge se fit encore plus prestigieuse alors qu'Henry et Brandon se tenaient seuls face aux juges pour l'annonce du défi final qui allait sceller leur destin.
L'animateur prit la parole avec une solennité toute particulière. Messieurs, un grand bravo à vous deux. Vous avez amplement mérité votre ticket pour fabriquer une arme emblématique de l'histoire. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir le faire au sein de votre propre forge personnelle. Avec vos propres outils. Voici l'arme historique qu'on attend de vous pour cette grande finale. Le célèbre sabre de cavalerie en vigueur sous le règne de Napoléon. L'animateur désigna une magnifique réplique historique posée sur un présentoir en velours rouge. Ce sabre est historiquement l'une des armes blanches les plus populaires et les plus emblématiques de France, et l'une des plus redoutées sur tous les champs de bataille européens au début du XIXe siècle. Avec sa longue lame à tranchant unique, fortement courbée et pointant résolument vers le haut. Il a été spécifiquement conçu pour délivrer sa puissance de coupe maximale à chaque coup porté. Depuis une monture. L'armée de Napoléon est restée dans les mémoires comme l'une des plus victorieuses de toutes. L'histoire militaire. Et les ravages terribles causés par ce sabre de cavalerie sur les lignes ennemies n'y sont pas étrangers du tout. Comme vous pouvez le constater par vous-même sur cette illustration ici, ma résine époxy devrait être maintenant totalement sèche. Place immédiate au meulage et au façonnage de mon manche pour lui donner sa forme ergonomique. Réaliser un bon manche confortable. C'est s'assurer à 90% de la réussite des tests de manipulation. Mais je ne dirai pas non à 1 heure d'épreuve supplémentaire dans le règlement pour avoir le temps de le fignoler et de le polir parfaitement comme je l'aurais fait tranquillement chez moi dans mon propre atelier de l'Oklahoma. Les juges s'approchèrent pour admirer le design de sa poignée. Regardez-moi cette mitre de protection, c'est tout simplement superbe comme intégration. Ouais, c'est très bien pensé de sa part, répondit le second expert. Lorsqu'on réalise un manche composé de 2 couleurs différentes avec 2 matériaux distincts, il arrive fréquemment que la ligne de jonction centrale constitue un point de faiblesse structurelle lors des chocs violents. Et l'ajout d'une mitre métallique vient renforcer intelligemment cette partie sensible tout en offrant une prise en main très solide et sécurisante pour l'utilisateur. Je trouve ça extrêmement malin de sa part dans le cadre d'une compétition. Henri affichait une satisfaction légitime en lissant le bois au papier de verre. Je suis plutôt content du rendu de mon manche. Le chrono défile mais je sais maintenant qu'il est sûr. Solide et agréable à manier pour les tests qui approchent. En revanche, la situation était beaucoup plus préoccupante pour Brandon. Les juges observaient son travail avec une moue d'inquiétude. « Je suis assez inquiet pour le couteau de Brandon », fit remarquer l'un d'eux. On lui avait fortement recommandé d'apporter plus d'épaisseur et de volume à sa poignée pour compenser le poids. Et là, sous l'action répétée de la ponceuse, son manche ne cesse de rétrécir à vue d'œil, ressemblant de plus en plus à un couteau à mi-onde basique. Brandon tentait de sauver les meubles en sueur. Je m'efforce de rendre le manche le plus agréable et ergonomique possible pour la main du juge. Mais j'ai vraiment très peur du chrono qui s'achève. Et je dois encore finir d'aiguiser parfaitement ma lame à la bande fine. L'animateur entama le décompte final d'une voix de stentor. « Messieurs, plus que 2 minutes avant la fin de la seconde épreuve. 4, 3, 2, 1. Messieurs, éteignez immédiatement vos machines et posez vos outils. Cette deuxième épreuve est maintenant terminée. » Brandon relâcha la pression dans un grand souffle. « C'est fait. Maintenant, en avant les tests physiques, j'ai vraiment fait de mon mieux avec le temps imparti. Cela dit, je suis extrêmement stressé pour la suite. » L'épreuve des pogaustiques. Les 3 forgerons se rassemblèrent à l'extrémité du plateau de tournage, là où les dispositifs de test avaient été installés par l'équipe technique. L'animateur prit la parole pour ouvrir officiellement la phase de vérification. « Messieurs, bienvenue au test redouté de résistance. Pour cette épreuve de solidité brute, je vais frapper de toutes mes forces ces pogaustiques en acier trempé avec vos propres couteaux respectifs pour voir si vos structures tiennent le coup sans rompre. Moi, je suis totalement prêt à y aller. Et vous, Matt, êtes-vous prêt à voir votre œuvre testée ?» Matt hocha la tête fermement. « Moi aussi, je suis prêt. »
Le juge principal s'avança et saisit le scramasax de Matt pour l'examiner avant de frapper. À voix basse, l'un des experts assis à la table fit une remarque critique. La lame me paraît trop fine à mon goût sur sa section médiane. Elle manque un peu de corps et de matière pour encaisser un tel choc contre du métal. Matt, entendant cela, se dit en lui-même qu'il risquait de le payer assez cher lors de l'impact. Le juge leva l'arme à deux mains et l'abattit violemment à 3 reprises contre le tube d'acier du pogo stick dans un vacarme de ferraille retentissant. À la fin du test, le juge inspecta l'arme et rendit son premier verdict. Le couteau est encore en un seul morceau entier, ce qui est déjà un point très positif en soi. Le pommeau bas à la fin de votre manche bicolore permet une excellente tenue lors du mouvement de frappé. En revanche, votre tranchant a subi de sacrés dégâts structurels lors de ce test de résistance. Le fil de la lame a cruellement souffert face à l'acier, présentant de profondes déformations. C'est le signe d'un traitement thermique possiblement trop chaud qui a rendu l'acier un peu trop tendre ou trop fragile sur l'extrémité. Mais globalement, votre couteau se tient bien dans son ensemble. Bravo à vous pour la structure générale. Matt sourit malgré les dégâts. C'est bon à entendre, merci bien. L'animateur appela le candidat suivant, Brandon. C'est maintenant à votre tour de passer au révélateur. Vous êtes prêt? Brandon inspira profondément. Oui, je suis prêt. Le juge répondit. Parfait, alors allons-y sans plus tarder. Brandon confia ses craintes à voix basse pendant que le juge se mettait en position. J'ai vraiment très peur de ce qui va se passer. C'est extrêmement résistant et dur, un pogo stick de récupération. Car c'est aussi fait d'un acier industriel hautement trempé. Pourvu que mon manche façon Frankenstein ne se détache pas ou que ma lame ne casse pas net sous le choc. Le juge abattit le copie grec avec une force impressionnante contre le métal. Le bruit fut sourd et vibrant. Après examen minutieux, le juge se tourna vers l'artisan. Bien, Brandon. Je vous félicite chaleureusement pour la solidité de votre assemblage. Le manche a parfaitement tenu bon sous la violence des impacts répétés. Votre pommeau bas offre une prise en main parfaitement adéquate et sécurisante pour l'utilisateur. Néanmoins, votre tranchant est lui aussi légèrement abîmé par endroits après le choc. Je peux passer mon doigt ici sur le fil et sentir une nette déformation sans aucun problème. Et à part ça, je n'ai absolument rien à redire sur la solidité globale de la structure. Bien joué à vous. Ce fut enfin au tour d'Henri de soumettre son travail issu des pinces à linge au test de destruction. L'animateur l'interpella. Henri, c'est à vous de jouer. Henri s'avança avec la tranquille assurance qui le caractérisait depuis le début. Je sais que le juge n'y va pas de main morte du tout quand il teste une arme de combat. Ma plus grande et unique inquiétude avant que le test ne commence, c'est que ma lame se casse en deux à cause des fissures initiales de ma première billette ratée. Le juge saisit l'arme d'Henri, admira un instant les 2 couleurs du manche et frappa violemment le pogo stick à plusieurs reprises. Les spectateurs retinrent leur souffle, mais le couteau tint bon sans scier. Le juge s'exclama avec enthousiasme. Non, aucune casse à déplorer. La prise en main de ce manche bicolore est vraiment très agréable et ergonomique pour la paume. J'étais personnellement très serein en frappant de toutes mes forces avec ce tranchant. Le fil a été quelque peu endommagé sur une petite section, c'est vrai. Mais étant donné la dureté du matériau contre lequel je l'ai frappé de plein fouet, franchement, c'est un résultat pas mal du tout. Et globalement, c'est du très bon travail de forge et de traitement thermique. Merci beaucoup, Henri. Henri sourit modestement. Merci, monsieur. L'animateur annonça alors la suite des réjouissances. Messieurs, place immédiate au second test. Le test de tranchant avec la découpe précise des tubes en caoutchouc suspendu. Matt, vous êtes prêt pour cette phase? Matt responded fervent. Prêt. L'animateur lança. Bien, Matt. Je trouve pour commencer que l'ajout esthétique du cuivre dans votre mitre est une idée très maligne. De votre part. Ça ressort vraiment très bien visuellement, et ça vient ensuite parfaitement se fondre dans les veines du bois bicolore. Le juge s'approcha des tubes de caoutchouc et effectua un grand mouvement de coupe horizontale.
Le couteau trancha le premier tube mais buta sur les suivants. Le juge commenta le résultat. Cette section spécifique du fil ayant été sacrément endommagée lors du test de résistance précédent. Sur le pogo stick. Ce défaut fait que la découpe des tubes en caoutchouc est aujourd'hui loin d'être aussi nette et fluide que ce qu'elle aurait pu être avec une lame intacte. Mais elle peut tout de même couper, le couteau reste fonctionnel. Merci, Matt. Le tour de Brandon arriva. Brandon, êtes-vous prêt? Prêt, répondit-il. L'animateur cria. Feu. Le juge fit siffler le copie dans l'air, coupant les tubes dans un bruit sec. Bien, Brandon, pince à linge, affirma-t-il avec assurance. Les autres participants le regardèrent avec étonnement. Mais Henry savait exactement ce qu'il faisait. Il choisissait les pinces à linge parce qu'il savait par expérience qu'à l'intérieur de ces petits mécanismes, les ressorts étaient faits d'un acier très robuste, hautement trempé. En les combinant avec de la poudre d'acier dans un caisson de soudure. Cela allait faire un super mélange homogène. Matt se retrouva donc le dernier à devoir choisir, face au reste du tas de ferraille. Il laissa échapper un sourire ironique en disant que c'était bien sa veine d'être le dernier à tirer. Un bras. Il avait le choix résiduel entre le matelas encombrant et les minces tringles à rideaux. Sachant d'avance que l'acier des tringles ne lui suffirait pas en volume pour façonner une arme. D'envergure, il se résigna logiquement. Je vais prendre le matelas. L'animateur reprit la parole pour énoncer les règles de cette première partie. Parfait. Messieurs et dames, pour les 3 d'entre vous qui accéderont à la prochaine épreuve. Il faudra ajouter un manche pour transformer votre lame en arme fonctionnelle. Elle passera alors plusieurs tests impitoyables. Il y aura d'abord le test de résistance qui se fera directement sur des pogo sticks en métal. Puis un test de tranchant rigoureux avec la découpe de tubes en caoutchouc suspendu. Vous avez saisi les enjeux? La compétition commence maintenant. Le feu de l'épreuve. Alors que les candidats se précipitaient vers leurs établis respectifs pour entamer le démantèlement de leurs objets, les juges commencèrent à commenter la situation depuis leur table d'observation, analysant les choix stratégiques des forgerons. L'un d'eux demanda à ses collègues quel objet parmi les 5 ils auraient choisi s'ils avaient été à la place des candidats. Le premier juge répondit sans hésitation qu'il aurait opté pour le trampoline pour sa rentabilité en. Un autre ajouta que le trampoline était effectivement un excellent choix. Mais que les pinces à linge ne l'auraient pas déplu non plus. Car on pouvait en mettre un paquet dans un caisson métallique pour faire un damas de qualité. En revanche, ils s'accordèrent tous à dire qu'ils ne pensaient pas que quiconque oserait prendre le matelas à cause de la complexité de sa structure. Mais qu'ils étaient ravis que ce soit le cas pour observer le spectacle de sa destruction et voir comment Matt s'en sortirait. Ils constatèrent rapidement que Matt était l'homme idéal pour ce défi. Observant avec admiration la manière dont il déchirait le tissu à grands coups de couteau pour libérer les dizaines de ressorts cachés à l'intérieur. Le matelas, c'était vraiment l'enfer. Un truc collant et plein de bourre qui ralentissait chaque geste. Pendant ce temps, Dottie avançait à un rythme soutenu. Les juges soulignèrent qu'elle avait été très maligne en optant pour le pogo stick, ce qui lui permettait d'aller tout de suite à la scie à métaux pour tronçonner le cadre extérieur et libérer le gros ressort hélicoïdal. De son côté, Henry s'était installé devant un seau et extrayait les petits ressorts des pinces à linge un par un. Les juges s'amusèrent de la scène, faisant remarquer qu'on aurait dit qu'il retirait des têtes de crevettes avec une régularité de métronome, prouvant qu'il avait l'habitude des tâches répétitives et minutieuses. Henry, concentré sur sa stratégie, commença à préparer son caisson de soudure. Une boîte métallique en acier doux destinée à contenir les petits morceaux de ressort et la poudre. Fait. Sa méthode était précise. Ce que je vais faire, c'est que je vais tapisser l'intérieur de mon caisson de blanc correcteur pour éviter que ça colle. En gros, cette astuce évite que l'acier carbone des ressorts n'adhère à l'acier doux du caisson lors de la chauffe, ce qui facilitera grandement le démoulage par la suite. À la table des juges, on débattait de cette technique.
L'un d'eux fit remarquer qu'il n'avait pas demandé de retirer le caisson et que ce dernier faisant à peine 2,5 cm d'épaisseur. À leur place, ils ne s'embêteraient pas avec le blanc correcteur. Ils laisseraient simplement la chaleur de la forge brûler les impuretés et meuleraient le reste de la boîte une fois la soudure effectuée. Dottie, quant à elle, passait à l'étape du remplissage. Il était temps pour elle de remplir son propre caisson. N'ayant jamais réalisé de lame de couteau à partir d'acier provenant d'un pogo stick, elle avançait pas à pas. Elle commença par verser une fine couche de poudre d'acier au fond du récipient avant d'y intégrer délicatement les morceaux coupés de son ressort de pogo stick. Elle tapotait régulièrement sur les côtés de la boîte avec un petit marteau pour s'assurer que la poudre remplisse parfaitement tous les espaces vides entre les spires de l'acier. Plus l'intérieur du caisson serait compact et exempt d'air, plus la soudure de forge initiale serait de qualité et exempte de bulles d'oxygène. À voix haute, elle exprima son inquiétude concernant le temps imparti, estimant qu'à son avis, 3 heures c'était bien trop peu pour forger une lame de A à Z. Mais qu'elle allait donner le maximum d'elle-même pour y parvenir malgré tout. Au même moment, Matt préparait son caisson avec une approche différente. Pour la préparation de sa boîte, ce qu'il recherchait avant tout, c'était d'insérer une couche de protection simple entre l'acier du caisson et la surface de l'acier de récupération qu'il allait devoir travailler. Il choisit donc d'utiliser de simples feuilles de papier journal pour tapisser l'intérieur, expliquant qu'au moins avec le papier, il n'avait pas à attendre que le blanc correcteur liquide sèche, ce qui lui faisait gagner de précieuses minutes. Un des juges, observant la scène, se montra sceptique, murmurant qu'il n'était pas certain de cette méthode au papier. Lorsqu'on plaçait le caisson directement dans le feu de la forge, le papier se transformait inévitablement en cendre sous l'effet de la température extrême. Le papier ne collait alors plus vraiment au métal et il fallait croiser les doigts pour qu'il reste bien en place sans créer d'inclusion de carbone indésirable au cœur de la future billette. Brandon, quant à lui, avait choisi une voie totalement différente, refusant d'utiliser la technique du caisson fermé. Ayant l'habitude de s'entraîner avec de la ferraille de récupération dans son atelier. Quand il avait vu le trampoline, il s'était dit banco dans sa tête. La plupart des autres candidats allaient prendre leur caisson et le remplir de poudre pour cimenter l'extérieur et lier les pièces. La raison pour laquelle Brandon refusait de le faire était purement esthétique et structurelle. Il aimait travailler l'acier brut directement. Si la forge se passait bien, et s'il parvenait à réaliser sa lame exactement comme il la visualisait dans sa tête, le fait de ne pas utiliser de poudre apporterait plus de légèreté à l'ensemble et lui conférerait une plus grande flexibilité. Cette souplesse permettrait à l'arme de mieux absorber les chocs violents lors des futurs testés, d'éviter ainsi la casse-nette ou les fissures microscopiques destructrices. L'animateur brisa le silence lourd de la forge en lançant une annonce claire. « Messieurs, dames, 1 heure s'est déjà écoulée. » Les juges en profitèrent pour rappeler une vérité fondamentale du métier. Lorsque les candidats échouaient sur des compétitions impliquant des caissons de soudure, c'était presque toujours parce que leur préparation initiale avait été mal réalisée, ou alors qu'ils n'avaient pas laissé la boîte assez longtemps au cœur du feu pour que la fusion des métaux s'opère totalement. Henry surveillait son caisson inséré dans le foyer avec une attention de chaque instant, guettant le moindre changement de couleur du métal à travers l'œilleton de la forge. Il savait que si la boîte manquait de chaleur, la soudure de la poudre et des ressorts de pince à linge ne se ferait pas correctement à l'intérieur, ruinant tous ses efforts. Il remarqua que Dottie se dirigeait déjà vers la presse hydraulique. Les juges confirmèrent visuellement l'action, oui. Et son caisson a l'air d'être chaud comme il faut, brillant d'un jaune éclatant. Dottie actionna la presse à plusieurs reprises, écrasant méthodiquement la boîte incandescente pour souder les composants internes. Soulagée, elle constata que sa soudure semblait tenir bon sous la pression. Criant un chaud de vent sonore pour avertir ses camarades, elle transporta la masse de métal vers la scie à onglets pour couper les extrémités du caisson et voir ce que cela donnait à l'intérieur. En jetant un œil à la section coupée,
Elle afficha un grand sourire. Elle tombait sur un acier solide, dense et parfaitement homogène. C'était absolument parfait pour pas d'avoir participé. Henry, vous n'avez plus de concurrent. Vous êtes le meilleur forgeron, et vous recevrez un chèque de 10 000 $. Bravo. Alors? J'en reviens pas. Vous nous avez présenté un très beau sabre. Félicitations. Je ne réalise pas encore tout à fait. Mais j'ai bien vu que mon sabre a été très performant sur les tests. J'ai eu de bons commentaires sur mon travail. Je suis fier de ce que j'ai réalisé. Je m'appelle Henry Walker, et je suis le meilleur forgeron. C'est génial. La lumière rasante du matin filtrait à travers les verrières poussiéreuses de la grande forge, illuminant les particules de charbon en suspension qui dansaient comme de la limaille attirée par un aimant invisible. L'air était déjà lourd de la promesse de la chaleur, du soufre et de l'effort partagé. Pour les 4 artisans réunis ce jour-là, l'endroit ressemblait à un sanctuaire où le destin se forgeait à coups de marteau et de volonté. Pure. Chacun portait en lui une histoire unique, un parcours gravé dans les paumes de ses mains calleuses. Mais tous partageaient la même dévotion envers le feu et l'enclume. Henry Walker, un homme robuste de 46 ans au visage buriné par le vent de l'Oklahoma, ajusta son tablier de cuir épais avec la minutie d'un soldat avant la bataille. Originaire de la petite communauté de Hobart, il portait le calme des plaines américaines dans son regard clair. Depuis environ 10 ans, la forge était devenue sa boussole, son gagne-pain et sa thérapie. Son entrée dans ce monde de brut et de poésie s'était faite presque par défi. Une réaction d'orgueil qui prêtait aujourd'hui à sourire. Henry aimait raconter qu'il avait commencé la forge après avoir bêtement perdu le couteau de poche, qu'il trimballait partout avec lui depuis son adolescence. Lorsqu'il avait annoncé à son meilleur ami son intention de fabriquer lui-même son propre outil de remplacement, ce dernier s'était moqué de lui ouvertement, affirmant qu'on ne s'improvisait pas artisan du fer du jour au lendemain. Il n'en avait pas fallu plus pour piquer l'orgueil d'Henry. Ce jour-là, il s'était juré de se mettre à la forge pour lui prouver qu'il avait tort, transformant une simple moquerie en une passion dévorante qui ne l'avait plus jamais quitté. À ses côtés se tenait Dottie Derry, une femme au dynamisme contagieux et au sourire franc, qui apportait une brise de fraîcheur californienne dans cet univers de suie. Originaire de Woodland, une charmante petite ville de Californie, Dottie représentait la preuve vivante que la passion pouvait naître des circonstances les plus inattendues. Un jour, alors qu'elle ne savait plus exactement à quelle occasion, sa sœur lui avait offert un kit de débutant pour réaliser un couteau de cuisine. Ce présent, à première vue ordinaire, avait agi comme un déclic immédiat. Elle avait adoré l'expérience dès les premières minutes, découvrant la satisfaction brute de donner forme à la matière. Elle s'était souvent fait la réflexion que pour un cadeau qui avait dû coûter environ 80 $ à sa sœur, elle-même aurait pu dépenser des fortunes pour s'équiper convenablement par la suite tant le virus de la coutellerie l'avait contaminée. Malgré la fatigue visible sous ses yeux, son enthousiasme restait intact. Quand Henry lui demanda discrètement comment elle se sentait en ce début de journée, elle répondit dans un souffle joyeux qu'elle n'avait dormi que 2 heures mais qu'elle pétait la forme, prête à déplacer des montagnes de fer. Brandon Androsky, 38 ans, comprit immédiatement cette sensation de fatigue mêlée d'excitation. Cet artisan chevronné venait de Provo, dans l'État de l'Utah, et exerçait le métier de forgeron professionnel avec une rigueur géométrique. Lui aussi connaissait les nuits courtes, murmurant à voix basse qu'il vivait la même situation car il avait un jeune bébé à la maison qui rythmait ses heures de sommeil. Pour Brandon, l'appel du métal remontait à l'enfance. À l'âge de 8 ans seulement, il avait emprunté un livre illustré sur les Vikings à la bibliothèque municipale de sa ville. Les pages détaillaient avec précision les outils rustiques qu'ils utilisaient et leurs techniques ancestrales de Fori. En refermant l'ouvrage, le jeune garçon s'était dit avec une certitude absolue que c'était un truc qu'il pourrait faire de ses propres mains. En grandissant, Brandon avait mis son savoir-faire au service d'une noble cause.
Ayant beaucoup d'amis qui avaient servi courageusement dans l'armée américaine, il avait constaté à quel point le retour à la vie civile était difficile pour eux. Un véritable combat contre les traumatismes invisibles. C'est pourquoi il avait instauré une tradition sacrée dans sa forge personnelle. Chaque vétéran se voyait offrir un cours gratuit de fabrication de couteaux pour apprendre à se canaliser, à focaliser son esprit sur le métal incandescent et à évacuer le stress de la guerre. Son rêve le plus cher était d'ailleurs d'ouvrir un centre dédié pour les aider davantage au quotidien. Le quatrième homme du groupe, Matt Danielson, écoutait ces récits avec un hochement de tête respectueux. À 40 ans, Matt était le directeur respecté d'une petite école de coutellerie située à Salt Lake City. La transmission du savoir était sa vocation. Et il pouvait compter sur le soutien indéfectible de sa femme et de ses 4 enfants qui le poussaient à se dépasser de toutes leurs forces. Participer à l'émission du meilleur forgeur était pour lui l'aboutissement d'années de pratique. Il espérait vraiment l'emporter, non pas par vanité, mais pour faire rayonner encore davantage cette passion qui était la sienne et donner de la visibilité à son école. Soudain, les lumières du plateau s'intensifièrent, et les juges s'avancèrent vers les 4 candidats alignés derrière leurs enclumes respectives. L'animateur prit la parole d'une voix forte qui résonna sous les poutres métalliques. « Messieurs, bienvenue à la forge. Vous vous apprêtez tous les 4 à vous lancer dans une compétition de haut niveau qui offrira à l'un d'entre vous le titre prestigieux de meilleur forgeron, ainsi qu'un chèque de 10 000 $. Cette compétition se déroule en 3 épreuves exigeantes, à la fin desquelles le jury procédera aux éliminations. Voici les hommes qu'il vous faut impressionner à chaque étape. Qui franchira les paliers avec succès et qui rentrera chez lui bredouille. C'est eux et eux seuls qui le décideront. L'animateur désigna ensuite une grande bâche située juste derrière lui, qui dissimulait un amoncellement d'objets hétéroclites. Bien. Derrière moi sont réunis tout type d'objets ordinaires qu'on peut trouver dans un garage de particulier. Il y a un matelas à ressort, un trampoline de jardin, des tringles à rideaux métalliques, des pogo-sticks et même des vieilles pinces à linge en métal. Ces objets ont tous une spécificité commune bien précise. Ils comportent des ressorts d'acier à haute teneur en carbone. Voilà le matériau brut qu'on va vous demander d'utiliser aujourd'hui pour forger votre première lame. En entendant ces mots, Henry sentit une légère pointe d'appréhension lui traverser l'esprit. Il avait déjà réalisé pas mal d'armes à partir de morceaux de récupération en acier au cours de sa carrière, mais jamais rien d'aussi conséquent ou d'aussi complexe à désassembler. Il se dit immédiatement que ça allait être un problème de taille pour lui s'il ne choisissait pas le bon objet. L'animateur annonça que l'ordre de sélection avait été tiré au hasard à l'avance et que chaque objet choisi ne serait plus disponible pour les autres. Brandon fut le premier appelé à faire son choix. Sans hésiter une seule seconde, il s'avança vers l'étalage. Quand il avait vu le trampoline, il s'était tout de suite dit dans sa tête que ce serait le plus facile à démonter grâce à ses crochets apparents. C'était avec cet objet qu'il perdrait le moins de temps précieux lors de la phase de préparation. Il annonça donc fermement son choix, le trampoline. L'animateur hocha la tête, validant la décision. Ce fut ensuite au tour de Dottie de s'avancer, analysant rapidement les options restantes. Elle déclara qu'elle penchait pour le pogo-stick rouillé. Elle savait pertinemment que tous les candidats auraient voulu le trampoline pour sa simplicité d'accès, mais puisqu'il était déjà pris par Brandon, elle préférait se rabattre sur le deuxième meilleur choix à ses yeux. Ce vieux pogo-stick tout rouillé dont le ressort central promettait une belle quantité de matière. Quand vint le tour d'Henry, son choix était déjà arrêté. Ce sera les messieurs. Vous avez mérité votre tour pour fabriquer une arme emblématique de l'histoire au sein de votre propre forge. Voici ce qu'on attend de vous. Le sabre de cavalerie sous Napoléon. Ce sabre est l'une des armes les plus populaires en France, et l'une des plus redoutées sur les champs de bataille européens au début du XIXe siècle. Avec sa lame à tranchant unique, fortement courbée et pointant vers le haut,
Il est conçu pour délivrer sa puissance maximale à chaque coup. L'armée de Napoléon est l'une des plus victorieuses de l'histoire. Les ravages causés par ce sabre n'y sont pas étrangers. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration de l'assaut pour défaire les Russes lors de la bataille d'Austerlitz en 1805. Messieurs, soyez attentifs au cahier des charges qui vous attend. Votre lame, de la pointe à la garde, doit mesurer entre 71 et 76 cm. On attend une courbe, un tranchant unique et une gouttière de chaque côté du dos. La poignée doit inclure un quillon du côté du dos de la lame, un orillon et un bouton de rivure. Je ne suis pas très serein. C'est certainement la poignée qui va me donner le plus de fil à retordre. C'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Ça s'annonce compliqué. Vous avez du pain sur la planche, mais vous nous avez prouvé votre talent. Bonne chance à vous, et rendez-vous dans 4 jours. Bonne chance à toi aussi. Aujourd'hui, j'attaque la 3e épreuve. Mon premier objectif est de réaliser un acier à très joli motif qui ressortira bien. Lorsqu'on vient torsader une billette, le risque, c'est d'y aller trop fort et qu'elle se casse en deux. Alors je garde pas mal d'épaisseur. Le premier jour touche à sa fin. J'ai accompli mon objectif de réaliser une billette torsadée. Je suis un peu en retard sur mon planning, mais ça va. C'est le premier jour. Je vais m'attaquer à un morceau d'acier 80 CRV2. Comme il est long, j'ai l'argent. Je commence par lui donner sa courbe initiale. Le plus difficile dans le feu de forger ce sabre à la main. C'est sans aucun doute de respecter cette forte courbe. Ça va chauffer sec. La première journée est terminée et ma lame est forgée. Je suis content de la taille obtenue. Demain, je finirai de meuler ma lame et je ferai un traitement thermique rapide. C'est délicieux. C'est le matin du 3e jour et je l'ai étiré. J'ai aussi fabriqué toutes les parties de mon manche. Je pense que je suis dans les temps. Je dois maintenant passer au traitement thermique et à la trempe. L'heure de vérité a sonné. Ma lame est-elle droite ou non? Elle ne l'est. C'est la cata. La trempe a complètement déformé ma lame. Elle est bien dure, mais elle est toute tordue. Tout n'est pas perdu. Je peux encore recommencer le traitement. Je vais retourner à la trempe. J'espère que ça se passera mieux cette fois. J'ai de la veine. Il y a quelques lettres, mais je pourrai toujours rattraper ça à la meuleuse. Début du 3e jour. Je ne suis pas très confiant concernant ma lame. Hier, j'ai procédé à la trempe dans une huile froide, ce qui n'est pas très malin. Parce que ça a tendance à rigidifier la lame. J'avais oublié de chauffer l'huile. Programme du jour, repasser à la trempe et travailler mon manche et ma garde. Voilà, on est bon. Hop, elle est bien droite. J'ai bien fait de recommencer ma trempe. Pour le manche, ce sera du noyer. Pour la calotte, ce sera du bronze. Et pour la garde, je prends un joli morceau d'acier W2. Là, je fabrique mon pas d'âne. Je crois que je vais partir sur un manche avec un léger corbeau. Le 3e jour est terminé. Quelle journée! Il ne me restera plus qu'à assembler le manche, et mon sabre sera prêt. C'est déjà le 4e jour, et j'ai encore beaucoup à faire. Finition, révélation à l'acide, je profite du bain d'acide pour finir mon manche. Je n'avais encore jamais recouvert un manche de cuir. Le résultat est plus sympa qu'anticipé. À la sortie du bain d'acide, l'aspect de ma lame est très satisfaisant. C'est joli. Maintenant que mon sabre est prêt, je croise les doigts pour que les 10 000 $ me reviennent. C'est le dernier jour de l'épreuve, et j'ai encore plein de boulot, notamment pour le manche. Je vais enrouler un fil de cuivre autour de mon manche. Ça permet d'offrir une bonne prise en main avec le cuir si on serre bien comme il faut. L'idée, c'est aussi de rendre le tout le plus esthétique possible. Là, c'est joli. J'ai pris un plaisir fou à fabriquer ce sabre. Je suis très satisfait de mon travail. Messieurs, bienvenue à la forge pour cette 3e session de test. Vous aviez 4 jours pour réaliser un sabre de cavalerie de la grande armée de Napoléon. D'ici, ils sont très ressemblants. Mais
afin de déterminer lequel d'entre vous repartira avec le titre de meilleur forgeron et les 10 000 $. Vos armes doivent passer une série de tests. Avant cela, parlez-moi un peu de vos sabres. Pour ma lame, j'ai réalisé un acier damassé à partir d'acier 80 CRV, 1084 et 15 N20. Le padane, le quillon et le pommeau sont réalisés à partir d'hameçons. Le manche, lui, est recouvert de cuir. D'accord, super. Et vous, Brandon? Ma lame est en acier 80 CRV2. Mon manche est une sorte de Frankenstein avec un mélange de cuivre, de bronze et de cuir. Messieurs, vos sabres sont encore à vérifier. Nous allons commencer par le test de létalité avec Doug. Messieurs, bienvenue au test de létalité. Henry, vous êtes prêts? Absolument. Bien, allons-y. Je ne sais pas du tout si mon sabre sera performant. Ma lame est volontairement fine pour qu'elle soit légère. Donc oui, j'emmène pas large. Henry, pour commencer, je dois dire que votre sabre est très léger. Bien vu, ça le rend très facile à manier. La construction de votre manche offre une très bonne prise en main. Pour ce qui est de votre tranchant, je suis impressionné par ses capacités à couper. Globalement, Henry, votre sabre peut tuer. Merci. Brandon, c'est à vous. Prêt? Prêt. C'est parti. Vu l'extrême longueur de ma lame. Je suis très inquiet concernant sa résistance à l'action avec les cadres à sucre. L'expression « ça passe sous ça casse » prend tout son sens. Bien, Brandon. Commençons par votre manche façon la fiancée de Frankenstein. Le bronze que vous avez ajouté est très agréable dans la paume de ma main. Bien au moins, votre lame est décalée par rapport à la base. Elle est déviée. De ce fait, à chacune de mes frappes, et comme votre lame est plutôt épaisse et lourde. En fin de mouvement. Mais globalement, votre sabre peut tuer. Ravi de l'entendre. Messieurs, il est temps de passer au test de résistance à l'aide de pastèques et de crâne. Henry, vous êtes prêt? Prêt. Bien. Allons-y, désolé pour le bazar. Je tiens à vous féliciter pour le poids plume de votre sabre. Votre ruban a cette place. Votre tranchant a subi de légers dommages. Je peux pincer mon ongle sans problème sur cette section, mais ça ne l'empêche pas de couper. Bravo. Merci. Brandon, vous êtes prêt? Prêt. C'est terrible. Bien, on a 2 ou 3 petits problèmes. Le grain est très épais. Vous voyez sûrement le reflet de là-bas. L'autre problème, c'est qu'il y a plusieurs zones noircies à l'endroit où le sabre s'est cassé. C'est le signe qu'il a subi de multiples microfractures. Voilà que le traitement thermique n'a pas suffi à affiner le grain. Quoi qu'il en soit, regardez. Brandon, votre sabre pouvait couper, mais malheureusement, le test de résistance a eu raison de lui. Votre lame est cassée, ce qui est une défaillance catastrophique. Car les tests ne peuvent pas continuer. Merci d'être venu, mais la compétition s'arrête ici pour vous. Je vais devoir vous demander de quitter la forge. J'ai un sentiment partagé. J'ai certainement raté quelque chose au moment de la trempe. Mais le sabre de Henry est incroyable de toute façon. C'était une expérience extraordinaire. Ça m'a beaucoup apporté, et je ne regrette absolument pas.